Rebonsoir et nous recevons Gilles Yabi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Président fondateur de l'ONG, du think tank Wati, avec vous donc pour revenir sur ce tête-à-tête entre Emmanuel Macron et le président Bassirou Diomaye Faye à l'occasion en marge du Forum mondial sur la souveraineté vaccinale, une nouvelle impulsion au partenariat entre le Sénégal et la France. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué conjoint. Que faut-il en penser ? Bonsoir à nouveau et bonsoir à vos téléspectatrices et téléspectateurs. Toujours un plaisir d'être avec vous. Merci. Je crois qu'il faut déjà saluer le fait que le président Bassirou Diomaye Faye ait d'abord commencé ses visites à l'étranger par la région ouest africaine. Et évidemment, ensuite, il faut aussi qu'il rencontre d'autres dirigeants, les principaux partenaires du Sénégal. Il est en France, pas dans le cadre d'ailleurs d'une visite très protocolaire, mais dans le cadre de ce forum. Ce n'est pas une visite officielle. Voilà, dans le cadre d'un forum sur la vaccination et les innovations. Un forum qui est important et qui se situe d'ailleurs dans la continuité de l'action du Sénégal sur le sujet des vaccinations, puisque le président Macky Sall avait également été très présent sur la question de la production de vaccins sur le continent. On a encore 99% de vaccins qui sont produits hors du continent, donc c'est un sujet d'intérêt majeur, pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'ensemble du continent. Donc je pense que c'est une visite qui est intéressante déjà de ce point de vue-là. On a un thème qui est sérieux, où l'Union africaine est impliquée et qui est important pour la souveraineté également des pays africains, puisque le thème de la souveraineté est évidemment très important pour le président. C'est le thème du moment. Et c'est aussi le thème du moment, exactement. Mais sur une question aussi précise, je pense que cela permet de donner du contenu à la souveraineté, de ne pas simplement être dans le slogan, mais dans ce qui est vraiment important, c'est par exemple la production de vaccins, la production de médicaments, le développement des industries pharmaceutiques et de manière générale, de tout ce qui va permettre réellement au continent justement d'augmenter ses marges de manœuvre dans tous les domaines. Alors ce n'était pas une visite officielle, on l'a bien rappelé, mais c'était l'occasion en tout cas de ce tête-à-tête entre Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye, symbolique parce que c'est la France et que c'est la première fois que le président Bassirou Diomaye Faye se retrouve sur la scène globale. Je reviens à ce communiqué avec ces mots-clés comme volonté commune, respect mutuel, partenariat équilibré. Que faut-il comprendre de ce communiqué diplomatiquement laconique, on peut le dire ? Oui, alors il n'y a pas de surprise, on est dans la diplomatie, donc il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait des mots très forts et je pense que ce communiqué se situe également dans la droite ligne des déclarations du président Diomaye Faye dès son investiture. Il avait parlé sur la nécessité d'un respect dans les relations avec les partenaires du Sénégal et cela évidemment inclut la France. Et donc je crois que du côté français, il y a aussi l'observation de ce qui se passe pas seulement au Sénégal, mais dans l'ensemble de la région ouest africaine et peut-être même au-delà. Et donc, l'État français, qui ne s'y résume pas au président Macron, a compris évidemment le besoin de s'ajuster aux changements politiques qui interviennent sur le continent et aux changements politiques qui interviennent ici au Sénégal. Et dans la région de façon globale. La question qui agite justement cette région, Gilles Yabi, c'est la présence des militaires français, notamment en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal, mais aussi au Tchad. Il est dit que la France va considérablement réduire la voilure, la disparition des bases françaises, Gilles Yabi. Est-ce l'unique gage d'une complète souveraineté ? Non, et je crois que déjà il faut distinguer la question de la présence militaire, notamment dans le Sahel, qui s'est développée pendant une dizaine d'années dans le sillage de la crise au Mali et qui s'est achevée dans les conditions que l'on sait, avec depuis 2012, avec des relations effectivement très dégradées entre la France et les pays sahéliens, notamment le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ce sont des pays
pays où il n'y avait pas de base permanente depuis l'indépendance, contrairement au Sénégal, à la Côte d'Ivoire, au Gabon et à Djibouti. Et donc, je crois que ce sont des sujets qui ne sont pas exactement les mêmes. Le sujet de la présence de forces françaises de manière permanente depuis l'indépendance dans un pays comme le Sénégal, il est important. Vous avez dit c'est un sujet qui agite. Bon, en réalité, je ne suis pas sûr que pour la plupart des Sénégalais, c'est soit un sujet déterminant ou majeur. Il agite aujourd'hui parce qu'il entendu quand même le Premier ministre Ousmane Sonko qui en parlait dernièrement. Donc c'est un sujet qui est dans l'actualité. Oui, oui, absolument. En Côte d'Ivoire, depuis 1998, souvenez-vous de la chanson d'Alpha Blondy, Armée française, allez-vous-en. Donc c'est un sujet qui est là. Oui, oui, non, il est là, il est important, mais ce que je veux dire, c'est que, outre le fait qu'il a été remis sur la table, ce n'est pas le sujet de prédilection des citoyens sénégalais qui sont quand même d'abord préoccupés par l'amélioration de leurs conditions de vie au quotidien, d'autant plus que la présence militaire française au Sénégal, elle est relativement limitée, on est autour de 350 hommes parce que il y avait déjà eu une première réduction substantielle demandée par le président Abdoulaye Wade à l'époque. Maintenant, à nouveau, je pense que le Sénégal serait tout à fait légitime pour demander le retrait total des forces françaises du Sénégal, et je pense que c'est la ligne claire du Premier ministre Ousmane Sonko, même s'il s'exprimait en tant que chef de parti, mais évidemment il est chef de gouvernement, et donc je crois que c'est probablement une position qui sera défendue par le Sénégal, si le président Diomaye Faye est sur la même ligne sur cette question que le Premier ministre Ousmane Sonko. Mais j'insiste sur le fait que je crois qu'on a besoin de clarification en regardant ce qui se passe dans le monde. Lorsqu'on regarde les bases militaires étrangères, disons, dans le monde, vous allez voir que les États-Unis ont des bases sur tous les continents, ont des milliers d'hommes, par exemple, en Allemagne. Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'Allemagne soit un pays complètement soumis, complètement qui manque de souveraineté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un pays peut faire aussi le choix stratégique de dire je délègue une partie de ma souveraineté et notamment de ma défense à un allié qui est plus puissant parce que j'ai peut-être à côté d'autres pays qui sont aussi puissants qui pourraient me menacer. Surtout que ces éléments français au Sénégal dont on parle, qui sont, vous l'avez rappelé, aux alentours de 350 officiellement, encore une fois, on annonce qu'il va en rester une centaine. Ces hommes forment aussi les armées de la région. Donc, demander leur départ et en même temps bénéficier de ces formations-là, est-ce que ce n'est pas vouloir une chose et son contraire en même temps? Non, à nouveau, je pense qu'il faut vraiment il faut clarifier et mettre les nuances qu'il faut sur cette question-là. On peut tout à fait avoir de la coopération en matière de défense et de sécurité, avoir de la formation sans avoir une base militaire permanente dans un pays. Donc c'est pour ça que je le dis, je le répète, le Sénégal peut tout à fait... Leur départ ne remet pas en cause les accords de défense. Tout à fait, tout à fait. La France a de la coopération avec beaucoup d'autres pays africains, d'autres pays dans le monde, sans avoir une présence permanente. Donc, à nouveau, d'un point de vue symbolique, en particulier parce que la France est l'ancien pays colonisateur, moi je comprends très bien le besoin d'une rupture symbolique qui passe par le départ pur et simple des soldats français du Sénégal. Mais je veux à nouveau souligner que on ne peut pas, par exemple, aller demander aujourd'hui à Djibouti, qui accueille des forces américaines, françaises, italiennes, chinoises, de demander le départ des troupes étrangères sur son sol, parce que ce serait une violation de sa souveraineté. Donc, dans le monde, vous avez des pays qui font des choix stratégiques, qui font des alliances et parfois qui acceptent d'avoir une présence militaire extérieure sur leur sol. Mais évidemment, en contrepartie, ils ont de la protection, ils ont peut-être de la formation. C'est au Sénégal et aux pays africains de décider librement du format de coopération en matière de sécurité et de défense dont ils ont besoin. Les images que nous voyons, Gilles Yaby, cette rencontre en présentiel entre Emmanuel Macron et Bassirou Diomaye Faye contraste d'une certaine façon avec la charge au vitriol d'Ousmane Sonko, le Premier ministre, contre Emmanuel Macron, qui aurait fait le jeu du régime de Macky Sall. Sommes-nous dans une stratégie de bad cop, good cop? Est-ce que ça fonctionne dans ce cas de figure, dans le futur surtout, entre la France et le Sénégal? On verra bien ce qui se passera dans le futur. À nouveau,
on sait très bien qu'on a une situation assez particulière au Sénégal avec un président qui généralement a le domaine justement des relations internationales, disons comme un de ces domaines un peu d'action prioritaire, et un chef de gouvernement, un Premier ministre qui est beaucoup plus concentré sur les dossiers intérieurs. Mais on sait aussi que Ousmane Sonko n'est pas un Premier ministre comme un autre, c'est le chef du parti, et évidemment il a un poids très important, et je pense que sur tous les dossiers, y compris sur les dossiers de politique extérieure, Ousmane Sonko va également peser, et on peut penser que sur toutes ces questions, il y a vraiment une relation entre les deux hommes qui sont à la tête de l'État et qui va permettre de déterminer une position qui soit claire dans leur partenariat. Mais je crois, et je pense que dès le début, dès après l'élection, j'avais le sentiment qu'il y avait bien sûr le risque que tout le monde voyait d'avoir peut-être de la divergence à un moment donné sur certains dossiers, mais je crois qu'il y a aussi une opportunité. Il y a une opportunité justement en ayant, disons, un duo à la tête de l'État, une opportunité de pouvoir d'un côté avoir quelqu'un qui met un peu la pression, qui a un discours un peu dur, comme Ousmane Sonko, et de l'autre côté, effectivement, un président Bassirou Diomaye Faye qui est très à l'écoute, qui ne s'exprime pas beaucoup, qui est extrêmement diplomatique, et je pense qu'il incarne aussi l'État sénégalais. Ce qui est important, je pense, ce qui est important, c'est que, et je pense que la grande faiblesse d'ailleurs des pays africains, peut-être par rapport à d'autres, c'est justement que vous avez le leadership politique, mais vous avez un appareil d'État. Et l'appareil d'État, lui, il assure la continuité. Et lorsqu'on arrive à la tête de l'État, on ne peut plus se permettre simplement d'être animé par la passion. On est animé par de la raison et par du pragmatisme. Et je crois que le Sénégal a cette grande chance d'avoir des diplomates de qualité, d'avoir des officiers également de qualité. Et ça, c'est extrêmement important pour que dans les relations extérieures du Sénégal, il y ait de la mesure, de la modération. On est dans un monde qui est très complexe, qui est dangereux, et on a besoin de modération, de calme dans la gestion des relations avec tous les partenaires. Alors, en France, justement, où se trouve le président Bassirou Diomaye Faye, l'extrême droite est aux portes du pouvoir, du palais Bourbon, j'allais dire, en tout cas si les sondages se confirment. Ragaillardi par ses bons résultats aux européennes, le Rassemblement national est favori pour être majoritaire à l'Assemblée nationale. Majorité relative ou absolue, on verra bien au soir du 7 juillet. Mais si tel est le cas, Giliaby, vu du Sénégal, que vous inspire cette perspective ? Mais d'abord, la montée, je dirais, des extrêmes et de l'extrême droite en particulier en France, comme dans beaucoup de pays européens, n'est pas une nouveauté. C'est quelque chose qu'on voit venir depuis de nombreuses années et qui se confirme effectivement à l'aune des résultats de ces élections européennes. En France, où il y a eu cette décision surprise de dissolution de l'Assemblée nationale, cela pourrait se traduire aussi en interne cette fois-ci, donc pas seulement à l'échelle européenne, mais en interne par une arrivée de l'extrême droite au pouvoir et à la tête du gouvernement. Alors ce n'est pas du tout acquis. Je pense qu'on pourrait tout à fait se retrouver dans une situation très délicate avec un Parlement vraiment très étriqué, tout à fait, parce qu'à gauche également il y a un Front populaire. Exactement, donc on ne sait pas. Évidemment, ce sont les Français, les électeurs qui vont décider très, très rapidement. C'est clair que si l'extrême droite devient majoritaire à l'Assemblée nationale et qu'elle prend le poste de Premier ministre, il y aura des changements d'orientation politique, clairement. D'orientation politique. Et vu de l'Afrique, qu'est-ce qui va changer selon vous ? Je pense que dans un premier temps, il n'y aura pas nécessairement beaucoup de changements. Ce qui est clair, c'est que d'un point de vue de la qualité des relations, connaissant les discours justement des partis d'extrême droite, du Rassemblement national en ce qui concerne la France, il y a malheureusement même pire, il y a une droite encore plus plus extrême. Voilà, plus extrême, avec des propos qui sont totalement inacceptables. Reconquête de Éric Zemmour, vous pensez? Je pense que ce n'est pas nécessaire d'ailleurs de le nommer, parce que je crois vraiment que de toute façon ce type de posture nuit considérablement d'abord à la France elle-même dans son image dans le monde, mais je crois surtout que évidemment si on a un pouvoir d'extrême droite qui arrive au pouvoir en France,
pays africains vont en prendre acte, bien sûr, et vont continuer aussi à avoir les relations. Elles ne seront pas à nouveau profondément différentes sur le plan économique, commercial, parce qu'à nouveau, les États ne se limitent pas aux personnalités politiques qui les dirigent. Oui. Mais je crois qu'évidemment, dans ce cas-là, il faudrait encore moins s'attendre à des relations privilégiées avec la France, puisque effectivement, on est déjà dans une dynamique de relations à normaliser, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas différente de celle que le Sénégal et d'autres pays africains peuvent avoir avec l'Allemagne, qui est une économie très puissante en Europe, ou avec la Chine, avec les États-Unis, avec d'autres. Donc je crois qu'on sera simplement dans une forme d'accélération de la normalisation des relations. Même si ce que nous avons, enfin en tout cas ces nouveaux régimes dans la région, le nouveau régime ici au Sénégal et aussi les autorités de l'AES, ce qu'ils ont en commun avec l'extrême droite, c'est le souverainisme. Est-ce que tout cela aussi ne risque pas, écoutez, de normaliser davantage les relations? Bon, je crois que le souverainisme... L'extrême droite est souverainiste, hein, c'est ce que chante Marine Le Pen. Oui, tout à fait, mais bon, en fait, je crois qu'on a très peu d'acteurs politiques souverainistes qui expliquent exactement ce qu'ils entendent par souverainisme et ce qui permettrait de voir aussi les nuances qui peuvent être très importantes entre beaucoup de courants, disons, qui se présentent comme étant souverainistes. Et je pense aussi que si souverainisme, ça veut dire défendre la souveraineté d'un État, je crois que tous les dirigeants dans le monde, en réalité, sont souverainistes et défendent la souveraineté, sont censés défendre la souveraineté de leur État. Oui. Mais la souveraineté, ce n'est pas à nouveau la rupture avec certains partenaires. La souveraineté, elle se construit par le changement progressif du rapport de force. Lorsque vous êtes extrêmement faible, évidemment, la défense de votre souveraineté, elle implique de pouvoir naviguer, disons, entre différents intérêts et de le faire avec intelligence. Oui. Donc, je pense que c'est pas parce qu'on a du souverainisme dans le discours du Rassemblement national qu'il faudra nécessairement penser qu'il y a quelque chose en commun avec les dirigeants au Sénégal. Et je pense aussi qu'il y a une très grande différence entre un dirigeant démocratiquement élu au Sénégal et les dirigeants militaires actuellement dans l'espace aérien. Qui partagent quand même le souverainisme. Hein. En tout cas, c'est ce qu'ils véhiculent dans leur message. Ce sont aussi disons, des moyens politiques. Lorsque vous arrivez au pouvoir notamment par la force et donc vous n'avez pas une légitimité démocratique, il faut bien pouvoir mobiliser les voix sur un et moyens ne sont pas les mêmes. C'est aussi un élément important de mobilisation politique. Juste pour rappeler également que l'extrême droite de Marine Le Pen milite pour une place de l'Afrique au Conseil Conseil de sécurité de l'ONU, hein, une place permanente. Et ça, c'est aussi quelque chose peut-être qui est intéressant, c'est toute la complexité de cette affaire. D'un continent à l'autre, Giliaby, un même fondamentalisme national, j'y arrive, apparaît. Certains théorisent même une révolution conservatrice dans toutes les régions du monde. On a l'impression que ce sont les voies et moyens qui diffèrent dans certaines régions. C'est par la force militaire, ailleurs, c'est par la politique, vous l'avez dit. Qu'est-ce que cela dit du temps que nous vivons ? Nous vivons des temps incertains et, je l'avais dit tout à l'heure, dangereux. Et je crois qu'il faut qu'on en prenne la mesure dans notre partie du monde en particulier, en observant ce qui se passe, notamment en Afrique de l'Ouest, mais en observant aussi ce qui se passe dans le monde et qui a des implications sur la sécurité et la stabilité de notre région. Je disais au tout début de notre entretien que je trouvais très important le fait que le président Bassirou Diomaye Faye ait commencé, disons, par ses visites, disons, à tous les pays de la CEDEAO. C'est très important parce que c'est une reconnaissance par le Sénégal, disons, de son rôle également au niveau régional et une reconnaissance de la nécessité d'agir notamment pour préserver l'intégration régionale. Il a visité 9 pays en Afrique avant d'aller en France. Absolument, c'est très important. Mais je crois à nouveau qu'on ne prend pas nécessairement la mesure lorsqu'on vit à Dakar, lorsqu'on vit à Abidjan, lorsqu'on vit dans quelques autres capitales en Afrique de l'Ouest. On ne prend pas la mesure en réalité du sentiment d'insécurité qui domine dans une très grande partie, disons, des territoires de la région. Et le fait qu'on ajoute à nos fragilités internes, structurelles en termes de force de l'État, de présence de l'État, pas seulement sur le plan militaire, mais sur le plan des services sociaux, sur le plan de la perception des populations de l'utilité de l'État et de la classe politique. Le fait qu'on ajoute à cela les rivalités des puissances
extérieure sur le continent, ça nous crée un environnement qui est extrêmement dangereux. Oui. Mais je crois aussi que sur le plan des évolutions politiques dans le monde, vous l'avez souligné, on voit la montée des extrêmes en Europe. Oui. En réalité, dans quelques mois aux États-Unis, on pourrait tout à fait avoir le retour de Donald Trump au pouvoir. Revenir. Oui. En Inde, ça allait très loin, mais là aussi, vous avez quand même le Premier ministre Modi qui est au pouvoir, qui a des positions qui peuvent être qualifiées d'extrémistes. Assez rugueuses aussi. Et donc, oui, on a un véritable problème. Et je pense que ça nous amène à questionner la substance que nous devons donner à la construction démocratique. Et ça, c'est vraiment un des sujets importants pour nous à Wati, comme think tank, c'est de dire que, évidemment, la démocratie ne se réduit pas aux exercices électoraux, et surtout si on ne travaille pas sur la société elle-même, sur l'économie, et qu'on a des populations qui se sentent frustrées, qui se sentent déclassées, c'est un peu le cas aujourd'hui, notamment en France, au niveau des classes populaires, vous avez la possibilité aussi d'utiliser les médias, les réseaux sociaux pour les matraquer d'informations, notamment sur l'immigration, et vous allez avoir un résultat électoral qui va correspondre précisément à ce qu'on observe aujourd'hui. Donc, il y a énormément de déterminants de la qualité démocratique, et je pense qu'on doit aujourd'hui travailler partout, en Europe, aux États-Unis comme dans nos pays, sur justement ces éléments déterminants qui sont notamment l'éducation, le travail sur la citoyenneté, mais aussi à nouveau le travail sur le débat public, sur toutes les questions d'intérêt général. Et vous le dites dans une tribune, vous mettez en garde contre ce risque de désintégration régionale sans précédent en Afrique de l'Ouest, choix qui consisterait à accepter que notre espace soit profondément et durablement fragmenté, que chaque pays se referme sur lui-même et sur ce qu'il perçoit comme étant ses intérêts strictement nationaux. Quelles sont les bases de ce raisonnement? Alors, j'ai effectivement écrit cette tribune il y a quelques jours, à nouveau pour montrer à quel point le recul de l'intégration régionale à travers le départ des trois pays sahéliens de la CEDEAO constituait une menace en Niger, réalité Mali, Burkina. Absolument. Constituait une menace pour chacun de nous et peut-être encore davantage pour nos enfants, de manière très claire. Parce que ce qu'on ne voit pas aujourd'hui, c'est que malgré toutes ces faiblesses, le fait d'avoir une organisation régionale qui se dote de principes de convergence constitutionnelle qui dit on veut une Afrique de l'Ouest démocratique avec des pouvoirs séparés, avec l'indépendance donc de la justice, avec un état de droit, même si évidemment dans la réalité on n'observe pas cela encore, le fait d'avoir une organisation qui dans ses textes prévoit une région qui soit gouvernée par ce type de principe, je pense que c'est quand même une petite barrière, une petite limite aux autoritarismes. Et ce qu'on est en train d'observer dans les pays du Sahel, on le voit aujourd'hui, on acclame les coups d'État au départ parce qu'effectivement les pouvoirs élus qui étaient en place ont montré d'une certaine manière leur incompétence, mais on voit bien aussi la désillusion qui monte dans tous ces pays, parce que lorsque vous avez un coup d'État militaire, ça crée une situation au Burkina Faso par exemple, on va en parler, mais restons sur ces pays de l'AES, rappelons-le, Niger, Burkina et le Mali, qui sont sortis donc de la CEDEAO, mais pas de l'UEMOA. Et ça, c'est stratégique. Expliquez-nous pourquoi. Oui, j'estime qu'il y a deux raisons principales qui expliquent, disons, le fait que ces pays soient passés à l'acte, et annoncé leur départ de la CEDEAO. La première raison, c'est que, au fond, en restant dans le cadre de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, finalement, le coût politique et surtout le coût économique de leur sortie de la CEDEAO n'est pas très élevé. C'est ça. Puisqu'en réalité, ils conservent une monnaie, le franc CFA, ils conservent tous les mécanismes d'intégration financière et également la liberté de circulation qui fait partie aussi, disons, des avantages de l'UEMOA. Et la plupart de ces pays, à l'exception du Niger, en fait, leurs partenaires les plus importants sont des membres de l'UEMOA. Donc finalement, le fait de sortir de la CEDEAO ne remet pas en cause plus qu'un coup leur politique. relation. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il faut négliger cela, mais ça veut dire simplement que, évidemment, s'ils sortaient de l'UEMOA, les conséquences économiques seraient beaucoup plus importantes. Absolument. Et en fait, il est même quasiment impossible de sortir rapidement de l'UEMOA parce qu'évidemment, il faut avoir par exemple une monnaie nationale qui soit prête à l'emploi avant de pouvoir sortir d'une union qui est aussi une union monétaire. Mais le deuxième élément que je mets en avant, c'est qu'ils sont sortis aussi parce qu'ils savaient très bien que l'image de la CEDEAO au sein des opinions publiques
sahélienne, mais aussi ouest-africaine, était très négative. Absolument. Et donc, évidemment, il faut travailler sur ça. Mais pour moi, l'un des messages les plus importants sur l'intégration régionale et la CEDEAO, c'est que beaucoup confondent ce qui est du ressort des États membres et ce qui est du ressort de la CEDEAO. Oui. Les faiblesses les plus importantes de la CEDEAO sont le résultat des faiblesses que nous avons au niveau des États membres. Et je ne connais pas d'organisation régionale dans le monde qui soit un substitut aux États. Si on a un leadership politique de mauvaise qualité à la tête des États, vous ne pouvez pas espérer avoir une organisation régionale qui soit, elle, qui fonctionne parfaitement et qui prenne de bonnes décisions. Donc je crois que nous devons travailler d'abord sur les dynamiques politiques internes pour qu'on ait du leadership de qualité et évidemment continuer à maintenir le travail sur les réformes de la CEDEAO pour qu'elle soit une organisation beaucoup plus efficace et que les citoyens de la région ne voient pas seulement la conférence des chefs d'État, qui voient aussi les agences spécialisées, la commission, des gens qui font un travail tout à fait utile pour la région. Et qui s'adressent directement aux populations. Parmi ces pays de l'AES, il y a le cas du Burkina qui est particulièrement inquiétant, on peut le dire avec des réserves. Situation à tout le moins confuse au Burkina Faso. Le chef du régime militaire, le capitaine Ibrahima Traoré, aurait donc présidé ce jeudi un conseil des ministres à Ouagadougou selon la présidence, 2 jours après que l'armée a refuté toute mutinerie dans ses casernes. Que vous inspire cette situation également qui a l'air très compliquée, rappelons-le, au Burkina Faso? Oui, la situation est incertaine. Bien sûr, on a aujourd'hui le président Traoré qui est réapparu et qui rassure sur le fait qu'il est aux commandes. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est comme si... voilà, il n'y a eu qu'un incident, effectivement, de tir d'une roquette il y a quelques jours en pleine ville. Mais on sait par contre qu'il y a effectivement quand même une attaque extrêmement meurtrière pour les forces... Pour les forces burkinabées, effectivement. Et ça c'est clair que ça ne peut que fragiliser la cohésion de l'armée. Mais je pense qu'au-delà de cette attaque, la limite de ce type de gouvernance militaire, c'est que vous avez forcément des tensions au sein de l'appareil de sécurité et de défense. Parce que lorsque vous avez un capitaine qui arrive au pouvoir, malgré sa bonne volonté, même s'il est réellement animé d'une envie de redresser le pays, de reconquérir le territoire, mais vous avez forcément des personnes dans l'armée qui sont plus gradées et qui ont été formées quand même à un niveau stratégique plus important qu'un capitaine. Et donc vous avez toujours des tensions et on le sait aussi, il y a quand même un certain nombre de gradés burkinabés qui ont déjà été écartés successivement, certains ont été arrêtés au niveau de la gendarmerie nationale. Donc vous avez une atmosphère qui est forcément, disons, tendue au sein même de l'appareil de défense et de sécurité, alors que précisément c'est cet appareil que vous voulez mobiliser pour obtenir des résultats et justifier votre présence à la tête de l'État. Le deuxième élément, la deuxième grande fragilité, je pense, au Burkina Faso, mais qu'on observe aussi aujourd'hui clairement au Mali notamment, c'est que vous avez une approche, disons, qui est quand même très exclusive. C'est-à-dire que les militaires qui sont au pouvoir considèrent qu'ils sont les seuls à avoir la solution, que cette solution passe exclusivement par le renforcement des moyens militaires et par une approche plus offensive. Et vous avez, de fait, disons, vous ne mobilisez pas l'intelligence collective de votre société pour faire face à une crise qui est forcément multidimensionnelle. Et on voit aujourd'hui les limites à la fois au Burkina Faso, mais aussi au Mali. Oui, et au Niger aussi. Et au Niger, où la situation est un peu différente, parce que ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, mais je crois que ce qu'on ne voit pas au Niger, c'est qu'on a un peu une capture de l'État par l'armée. On a eu une distribution de postes au niveau du Niger, c'est-à-dire que vous avez une grande partie de la hiérarchie militaire qui a obtenu des postes à la fois dans le domaine militaire, mais aussi dans le domaine civil. On a le retour de militaires à la tête d'entreprises publiques, par exemple. Et donc, vous avez une sorte de distribution de postes et de privilèges à une grande partie de la hiérarchie militaire. Et je crains que cela, évidemment, ne rende d'une certaine manière la consolidation militaire beaucoup plus forte au Niger que dans les deux autres pays. Ça ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle. C'est un retour vers un passé qu'on a connu avec une gouvernance militaire qui n'a pas produit des résultats spectaculaires. Merci beaucoup, Gilles Yaby. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous recevions Gilles Yaby, président fondateur du think tank Wati. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.